Un vent glacé traverse la clairière, et sur une branche presque nue, pend une grappe d'un rouge éclatant, gorgée d'un suc que rien, en apparence, n'ose toucher. Un merle s'en approche, hésite, plonge le bec dans la chair vermeille. Ce qu'il ignore, c'est que cette pulpe renferme une substance capable de libérer un poison mortel, un composé cousin de celui qui se cache dans les amandes amères. Une seule bouchée de trop, et l'oiseau pourrait le payer de sa vie. Pourtant, il avale, encore et encore. Voici l'énigme qui va nous accompagner jusqu'à la dernière seconde. Comment un arbre dont les fruits dissimulent un véritable poison est-il devenu le plus généreux nourricier de l'hiver, celui qui sauve de la faim la moitié des oiseaux du Nord? Bonjour, je suis Augustin Delacroix, et dans ce nouvel épisode de notre voyage au cœur du monde végétal, nous partons à la rencontre du sorbier des oiseleurs, le sorbier commun. Vous allez découvrir comment un arbre d'apparence si fragile a transformé son propre venin en une clé secrète. Celle qui lui a offert quelque chose que peu d'êtres vivants atteignent, une forme d'immortalité. Il gèle depuis 3 nuits. Sur les branches dénudées, les grappes écarlates tiennent bon, suspendues au-dessus d'un sol durci, seule tache de couleur dans un paysage vidé de ses teintes. Un vol de griffes s'abat sur l'arbre dans un froissement d'ailes, et en quelques minutes, la frénésie s'empare des branches. Les oiseaux se disputent les fruits, en engloutissent des dizaines, se bousculent, repartent, reviennent. À première vue, la scène a quelque chose de tendre. Un arbre qui, en plein cœur de la disette hivernale, offre son festin à des créatures affamées. C'est l'image que tout le monde connaît, celle des cartes postales et des poèmes. Mais cette image est un mensonge, ou du moins une vérité soigneusement maquillée. Car cet arbre si bienveillant en apparence ne donne rien pour rien. Chacun de ces petits fruits rouges est le résultat d'un calcul vieux de millions d'années. Une négociation silencieuse entre l'arbre et ceux qui le mangent. Et au cœur de cette négociation se cache un secret que peu de gens soupçonnent. La chair tendre que dévorent les oiseaux renferme des composés qui, à forte dose, deviennent une menace réelle. Le sorbier n'est pas un simple bienfaiteur, c'est un stratège. Commençons par défaire une première illusion, la plus tenace de toutes. Ces fruits d'un rouge de braise que nous appelons machinalement des baies n'en sont pas. D'un point de vue botanique, ce ne sont pas des baies du tout, mais de minuscules pommes. Cela peut sembler étrange, presque absurde, et pourtant c'est la stricte réalité. Le sorbier appartient à la grande famille des rosacées, la même que celle du pommier, du poirier, du cerisier, du prunier et de la rose elle-même. Le sorbier est donc un proche cousin du pommier, et ses fruits partagent la même architecture qu'une pomme. Une chair charnue autour de pépins logés dans un cœur central. Il suffit d'ailleurs de retourner l'un de ces petits fruits pour découvrir, à sa base, une minuscule étoile à 5 branches, la trace laissée par les organes de la fleur. Nos ancêtres y voyaient un signe magique, un symbole de protection. Le botaniste, lui, y reconnaît la signature d'une pomme miniature. Regardons l'arbre lui-même. Le sorbier commun est un arbre modeste, rarement immense. Il s'élève le plus souvent entre 5 et 10 mètres de haut, atteignant parfois 15 ou 16 mètres dans les conditions les plus favorables. Sa silhouette est légère, aérienne, presque transparente. Sa couronne arrondie laisse filtrer la lumière, et ses feuilles ont une forme si caractéristique qu'on le reconnaît au premier regard, même dépouillé de ses fruits. Chaque feuille est en réalité composée de nombreuses petites folioles alignées de part et d'autre d'un axe, entre 11 et 23 selon les arbres, chacune bordée de fines dents. Cette découpe élégante donne au feuillage cette impression de dentelle qui a valu à l'arbre tant de comparaisons poétiques. L'écorce, lisse et d'un gris teinté de brun dans la jeunesse, se fonce et se crevasse doucement avec les années. Sous cette apparence délicate se cache pourtant une endurance peu commune. Le sorbier est l'un des arbres les plus robustes de tout l'hémisphère nord. Il ne craint ni le froid mordant, ni les sols pauvres, ni la pollution des villes. On le trouve du bord de l'Atlantique aux confins de l'Asie, des steppes du sud jusqu'à la toundra du Grand Nord. Il grimpe dans les montagnes du Caucase et des Alpes jusqu'à près de 2000 mètres d'altitude, là où l'air se raréfie et où la plupart des arbres renoncent. Il pousse même au-delà du cercle polaire, dans des régions où l'hiver descend à des températures qui tueraient un chêne ou un hêtre.
Fragile en apparence, indestructible en réalité. C'est le premier des nombreux paradoxes que nous allons rencontrer. Mais revenons à ce qui nous a menés jusqu'ici, à ces oiseaux qui se gavent sur les branches gelées. Voici l'énigme qui va nous tenir en haleine tout au long de ce film. Si les fruits du sorbier contiennent, dans leur pulpe comme dans leurs pépins, des substances capables de troubler la digestion, d'irriter les entrailles, et même, dans le cas des graines, de libérer un composé apparenté au cyanure, alors comment se fait-il que des dizaines d'espèces s'en nourrissent chaque hiver sans tomber foudroyées? Comment un arbre peut-il empoisonner ce qu'il nourrit et pourtant continuer à attirer, année après année, des nuées entières d'affamés? Il y a là une contradiction qui, à elle seule, devrait nous arrêter net. Un fruit qui se veut à la fois désirable et dangereux. Un poison qu'on s'arrache. Cette contradiction n'est pas un hasard, ni une maladresse de la nature. C'est le cœur même de la stratégie du sorbier, et pour la comprendre, il faudra descendre jusqu'à la chimie de la chair, jusqu'à ces molécules amères qui font grimacer et qui protègent en même temps. Nous verrons pourquoi le froid, loin de menacer ces fruits, est en réalité leur allié le plus précieux. Nous verrons comment un arbre a réussi à faire de son venin non pas une arme contre la vie, mais un instrument au service de sa propre survie. Le sorbier n'a pas seulement compté sur la chance. Là où d'autres arbres se contentent de disperser leurs graines au vent ou de les laisser tomber à leurs pieds, lui a passé un pacte avec les oiseaux, un contrat scellé dans la couleur, le sucre et l'amertume. C'est un marchand rusé qui sait exactement quel appât tendre, à quel moment et à quel prix. Et ce contrat, nous le décortiquerons molécule par molécule, saison par saison, jusqu'à comprendre ce qu'aucune carte postale ne raconte, que la douceur du sorbier est une forme de calcul, et que sa générosité cache une des ruses des plus efficaces du monde végétal. Il nous faut d'abord répondre à une question plus vertigineuse encore. Car cet arbre que nous croyons connaître, ce sorbier familier des jardins et des chansons, n'est peut-être pas un seul arbre. Derrière ce nom se dissimule une histoire évolutive si étrange qu'elle a donné naissance à des arbres presque impossibles à classer, des lignées secrètes et même des créatures végétales dont il ne reste sur toute la Terre qu'une poignée d'individus, condamnés à une solitude que rien ne semble pouvoir briser. Sur une paroi de calcaire nu, à flanc d'une gorge où le vent siffle en permanence, pousse un arbre que presque personne ne connaît. Il s'accroche à la roche par des racines qui semblent défier la pesanteur, tordues, rabougries, penchées au-dessus du vide. Si vous descendiez le comté, vous n'en trouveriez qu'une poignée. Pas une forêt, pas même un bosquet. Quelques dizaines d'individus, parfois moins, agrippés à cette seule falaise et à nul autre au monde. Cet arbre n'existe qu'ici. Il n'a ni frère lointain, ni population sœur sur une autre montagne. Toute son espèce tient sur une paroi que l'on pourrait parcourir en une après-midi. Et le plus troublant, c'est que ces arbres solitaires sont, à leur manière, les enfants du sorbier familier de nos jardins. Comment un arbre aussi commun, aussi répandu, aussi banal en apparence, a-t-il pu engendrer des lignées aussi rares, aussi fragiles, aussi proches de l'effacement? Pour le comprendre, il faut remonter le fil du temps et regarder d'où vient vraiment le sorbier. À quelle dynastie il appartient? Nous avons déjà croisé son plus proche parent, le pommier. Mais la parenté ne s'arrête pas là. Le sorbier fait partie de l'immense famille des rosacées, l'une des plus riches et des plus prospères du monde végétal. C'est la famille de la rose, dont elle tire son nom, mais aussi celle du poirier, du cerisier, du prunier, de l'aubépine, et jusqu'à la modeste fraise des bois. Toutes ces plantes, si différentes en apparence, partagent une même architecture florale ancestrale, un même plan d'organisation hérité d'ancêtres communs. Lorsque le sorbier se couvre, à la fin du printemps, de ces larges bouquets de fleurs blanches, il révèle sans le vouloir cette filiation. 5 pétales, une multitude d'étamines, l'agencement typique d'une fleur de rosacée. La rose et le sorbier sont, à travers les millénaires, 2 rameaux d'un même arbre généalogique. Cette famille est ancienne. Ses représentants prospéraient déjà il y a des dizaines de millions d'années, à une époque où les paysages de l'hémisphère nord ne ressemblaient en rien à ceux d'aujourd'hui. Le genre auquel appartient le sorbier s'est peu à peu diversifié à travers les régions tempérées, s'adaptant aux montagnes, aux forêts froides,
aux lisières et aux terrains ingrats. Mais c'est là que commence l'étrangeté. Car ce genre ne s'est pas contenté de se diversifier tranquillement, espèce après espèce, comme le font la plupart des arbres. Il a inventé une manière de se multiplier si déroutante que les botanistes, aujourd'hui encore, peinent à en démêler tous les fils. Voici l'énigme au cœur de cette partie. Chez la plupart des plantes à fleurs, une graine naît de la rencontre entre deux parents. Le pollen de l'un féconde l'ovule de l'autre, et l'enfant hérite d'un mélange des deux. C'est la règle presque universelle du vivant. Or, certains sorbiers ont trouvé le moyen de contourner complètement cette règle. Ils produisent des graines parfaitement viables, sans aucune fécondation, sans mélange, sans paire. La graine n'est alors qu'une copie de la mère, un clone enfermé dans un fruit. L'arbre se photocopie lui-même à travers ses propres pépins. Ce phénomène déconcertant porte un nom savant, mais l'important est ailleurs. Cela signifie qu'un sorbier peut donner naissance à une descendance identique à lui, génération après génération, sans jamais échanger le moindre gène avec un partenaire. À première vue, on pourrait croire à une simple curiosité. En réalité, c'est le moteur d'une extraordinaire fabrique d'espèces. Car voici ce qui se passe. De temps à autre, un sorbier ordinaire, qui lui se reproduit normalement, croise le chemin d'un cousin d'une autre espèce. Le pollen de l'un féconde les fleurs de l'autre et naît un hybride, un enfant mêlé, portant en lui les caractères des deux parents. Chez la plupart des arbres, un tel hybride serait un cul-de-sac, souvent stérile, incapable de fonder une lignée. Mais chez le sorbier, l'hybride possède parfois cette capacité prodigieuse à se cloner par ses graines. Et à cet instant, tout bascule. L'hybride, au lieu de disparaître, se fige. Il se recopie à l'identique, encore et encore, et devient une lignée nouvelle, stable, distincte, une véritable espèce à part entière, née d'un seul accident et perpétuée par la copie. C'est ainsi que sont apparues ces silhouettes accrochées aux falaises solitaires. Chacune est le souvenir vivant d'un croisement unique survenu il y a longtemps entre le sorbier des oiseleurs et l'un de ses parents à feuilles entières, ces sorbiers argentés dont le dessous des feuilles est couvert d'un feutrage blanc qui les fait scintiller au vent. De ces rencontres sont nées des dizaines de lignées différentes, chacune enfermée dans son propre clone, chacune reproduite sans mélange. Sur les seules îles britanniques, on dénombre ainsi une multitude de ces sorbiers endémiques, dont beaucoup n'existent nulle part ailleurs sur la planète. Certains ne comptent que quelques centaines d'arbres, d'autres se réduisent à quelques dizaines. Il en est même dont il ne subsiste, dit-on, qu'une poignée d'individus, ultime témoin d'un croisement que la nature ne rejouera peut-être jamais. Songez à ce que cela signifie. Le sorbier de nos jardins, celui qui borde les routes par milliers, appartient au même genre que ces arbres fantômes suspendus au bord du gouffre, si rares qu'on pourrait les compter sur ses doigts. La même dynastie abrite à la fois l'un des arbres les plus communs et certains des plus rares du continent. La banalité et l'extrême rareté, côte à côte, issus du même élan créateur. Voilà résolu l'énigme du début. Ces arbres solitaires ne sont pas des espèces mourantes, ce sont des espèces neuves, à peine écloses de l'imagination du vivant, figées dans leur singularité par cette étrange faculté de se cloner. Et cette faculté nous ramène à la grande question de notre film. Car un arbre qui se copie par ses graines dépend plus que tout autre de la dispersion de ses graines. Un clone tombé au pied de sa mère ne fera qu'ajouter un double à côté d'un double, condamné à se disputer la même ombre, la même eau, le même sol. Pour que la copie ait un sens, il faut qu'elle voyage, qu'elle s'éloigne, qu'elle conquiert une falaise nouvelle. Le sorbier, qu'il se reproduise par mélange ou par clonage, a donc un besoin vital, que ses fruits soient emportés loin, très loin. Et c'est précisément pour cela qu'il a bâti, au fil des âges, cet appât rouge et sucré, ce fruit à la fois convoité et défendu qui nous intrigue depuis le début. La couleur, la chair, l'amertume, le poison lui-même, tout, dans ce petit fruit, sert un seul dessein, celui d'être emporté au loin par un porteur ailé. Mais avant de percer le mystère de cet appât, une chose demeure inexpliquée. Ces arbres accrochés aux falaises battues par les vents, ces sorbiers plantés au bord du cercle polaire, sur les gravats des incendies, dans les fissures de la pierre nue,
prospère là où presque rien d'autre ne tient debout. Une silhouette aussi fine, un feuillage aussi délicat, ne devrait pas résister à de tels assauts. Et pourtant il résiste, mieux que les géants de nos forêts. Il y a là un secret d'endurance que rien, jusqu'ici, ne laisse deviner, et sans lui, toute l'histoire du sorbier s'effondrerait avant même de commencer. La forêt a brûlé. Sur des kilomètres, il ne reste que des troncs calcinés dressés comme des piquets noirs, un sol couvert de cendres, une terre stérile où la chaleur a tout emporté. Le silence est total. La vie semble avoir déserté ces lieux pour de bon. Puis vient le printemps, et 1 an, 2 ans plus tard, quelque chose perce la couche grise. Ce ne sont ni les chênes majestueux qui bordaient autrefois cette forêt, ni les grands hêtres, ni les pins. C'est un frêle rejeton aux feuilles découpées, un premier sorbier, surgi de nulle part au milieu de la désolation. Personne ne l'a planté, aucune racine ne courait sous ses cendres, et pourtant il est là, pionnier solitaire, premier drapeau de la vie planté sur un champ de ruines. Le même prodige se répète ailleurs, dans des décors tout aussi hostiles. Sur une corniche rocheuse balayée par les tempêtes, dans la fente d'un mur, sur le toit d'une vieille grange, au bord d'une tourbière glacée, on retrouve cet arbre improbable, poussant là où le bon sens dit que rien ne devrait pousser. Comment un arbre à la silhouette si délicate, au feuillage si léger, parvient-il à s'installer et à survivre dans les endroits les plus rudes que la nature puisse offrir? Voilà le mystère qui va nous occuper. Car l'endurance du sorbier n'a rien d'anecdotique, c'est peut-être sa qualité la plus stupéfiante. Son aire de répartition dessine une carte immense. On le rencontre à travers presque toute l'Europe, dans les montagnes de l'Afrique du Nord, en Asie occidentale, dans le Caucase. En Russie, il pousse d'un bout à l'autre du territoire, des frontières de l'Ouest jusqu'aux rivages du Pacifique, des steppes méridionales jusqu'à la taïga du Nord. Peu d'arbres couvrent un domaine aussi vaste, et surtout, aussi varié dans ses épreuves. Ce qui frappe le plus, c'est sa résistance au froid. Le sorbier ne se contente pas de tolérer l'hiver, il s'épanouit là où d'autres capitulent. Il franchit le cercle polaire, s'aventure dans des régions où la température plonge à des seuils qui figeraient la sève d'un chêne et feraient éclater le bois d'un hêtre. Dans les montagnes du Caucase et des Alpes, il grimpe jusqu'à près de 2000 mètres d'altitude, à la limite supérieure de la forêt, là où l'air se raréfie, où le vent ne cesse jamais, où l'été ne dure que quelques semaines. Au-delà de cette ligne, plus aucun arbre ne tient. Le sorbier, lui, monte souvent le dernier, sentinelle avancée du monde végétal aux portes du royaume minéral. Comment expliquer une telle robustesse chez un arbre d'apparence aussi fragile? Le secret tient en partie à ce qui, justement, semble une faiblesse. Le sorbier ne cherche pas à devenir un colosse, il reste modeste, souple, léger. Sa fine ramure ploie sous le vent au lieu de lui résister, courbe l'échine sous le poids de la neige au lieu de rompre. Là où un tronc massif offre une prise énorme aux tempêtes et casse, la silhouette élancée du sorbier laisse passer les bourrasques. Sa modestie même est une armure. Il y a plus. Le sorbier est d'une frugalité remarquable. Il se contente de sols pauvres, caillouteux, acides, que d'autres arbres dédaignent. Il supporte les terrains ingrats des anciennes carrières, les gravats, les remblais. Il préfère certes la lumière des clairières et des lisières, et fructifie moins bien à l'ombre, mais il tolère une gamme de conditions qui découragerait presque n'importe quelle autre essence. Cette absence d'exigence est précisément ce qui lui permet de s'installer le premier, là où le feu ou la hache ont fait table rase. On l'appelle pour cela un arbre pionnier, l'un des tout premiers à reconquérir les terrains dévastés, les coupes forestières, les friches abandonnées. En s'implantant, il stabilise le sol, ramène l'ombre et la matière organique et prépare le retour des essences plus lentes et plus exigeantes qui viendront après lui. Le sorbier ouvre la voie, la forêt le suit. Cette rusticité explique aussi sa présence familière dans nos villes. Il endure la pollution de l'air, la poussière, le sel des routes, les sols tassés des trottoirs, autant d'agressions qui affaiblissent des arbres réputés plus nobles. Voilà pourquoi on le plante par milliers le long des avenues, dans les parcs et les squares, à travers toute la zone tempérée de l'hémisphère nord. Beau en toute saison, indifférent aux avanies de la vie urbaine, résistant au gel comme à la fumée,
Il coche toutes les cases de l'arbre d'ornement idéal. Nous tenons donc la réponse à notre énigme. Si le sorbier survit là où nul autre ne tient, c'est qu'il a renoncé d'emblée à la puissance pour miser sur la souplesse, la sobriété et la modestie. Il ne combat pas les éléments de front. Il compose avec eux. Il plie. Il se contente de peu. Il occupe les marges que les géants délaissent. Sa fragilité apparente est le déguisement d'une des stratégies de survie les plus efficaces du monde des arbres. Là où la force échoue, la souplesse l'emporte. Mais cette réponse en soulève aussitôt une autre, plus troublante. Nous avons expliqué comment le sorbier tient debout une fois installé. Nous n'avons pas expliqué comment il arrive là. Reprenons la scène du début. Cet arbre surgit seul au milieu des cendres, ce rejeton perché sur un toit ou niché dans la fissure d'une falaise verticale. Aucune graine ne saurait, par le seul jeu du vent, atterrir dans la fente d'un mur ou sur une corniche à des dizaines de mètres du sol. Aucune racine ne rampe sous une terre calcinée. Ces jeunes sorbiers n'ont pas poussé là par hasard. Quelqu'un les y a portés. Et c'est ici que toute l'histoire se noue de nouveau autour de notre grande question. Car si le sorbier a bâti son fruit rouge, sucré et pourtant chargé de poison, ce n'est pas pour le plaisir de contredire les botanistes. C'est parce qu'il dépend, pour conquérir ces sanctuaires impossibles, d'un transporteur qu'il lui faut attirer, séduire, récompenser. Un messager capable d'atteindre les toits, les corniches, les fissures les plus inaccessibles, et d'y déposer la graine toute prête à germer. Ce messager, nous l'avons déjà entrevu dans un froissement d'ailes sur les branches gelées. Mais nous ignorons encore le plus étrange. Pourquoi la graine du sorbier, pour s'éveiller vraiment à la vie, semble avoir besoin de traverser d'abord les entrailles d'un être vivant, comme si le voyage ne suffisait pas, comme s'il fallait aussi passer une épreuve. Il est un petit sorbier qui pousse dans un endroit où aucun sorbier ne devrait se trouver. Il a jailli d'une gouttière, tout en haut d'un vieux mur de pierre, à plusieurs mètres au-dessus du sol, coincé entre deux blocs disjoints où s'est accumulée une poignée de terre. Ses racines fouillent la moindre fissure, son tronc grêle se penche vers la lumière, et chaque printemps il déploie bravement ses feuilles découpées, suspendues au-dessus du vide. Nul jardinier ne l'a semé là. Nul vent n'aurait pu hisser une graine jusqu'à ce perchoir improbable. La question se pose, insistante. Par quel prodige une graine d'arbre s'est-elle retrouvée nichée en haut d'un mur, prête à germer dans une cuillerée de poussière? La réponse tient dans un instant minuscule et pourtant décisif, un instant qui se rejoue des millions de fois chaque automne. Un oiseau, rassasié de fruits rouges, s'est posé un moment sur le rebord de ce mur. Le temps d'une halte, et il a laissé derrière lui, dans une fiente, quelques graines intactes qu'il avait avalées un peu plus tôt sur un sorbier voisin. Ces graines, déposées avec un peu d'engrais naturel dans le creux d'une pierre, n'attendaient plus que le printemps. Voilà comment un arbre grimpe sur un toit, comment il colonise une falaise, comment il surgit au milieu des cendres. Il ne se déplace pas lui-même, il voyage dans le ventre des oiseaux. Ce mode de transport n'a rien d'un hasard heureux. C'est une stratégie affinée au fil d'un temps immense, une alliance dont chaque détail a été poli par l'évolution. Le sorbier produit des fruits en abondance, parfois des milliers sur un seul arbre, gorgés de sucre et coiffés d'une couleur éclatante. Cette couleur n'est pas un ornement gratuit. Le rouge et l'orangé sont précisément les teintes que l'œil des oiseaux perçoit le mieux, un signal lumineux qui claque sur le gris de l'automne et l'annonce, de loin, comme une enseigne au-dessus d'un relais. L'arbre ne crie pas, ne bouge pas, ne poursuit personne. Il se contente d'allumer ses lanternes et d'attendre que la faim fasse le reste. Mais l'histoire ne s'arrête pas à la séduction. Ce qui rend l'affaire véritablement fascinante, c'est ce qui se passe une fois le fruit avalé. Ici surgit un paradoxe qui a longtemps intrigué les naturalistes. On pourrait croire que la meilleure chose qui puisse arriver à une graine, c'est de tomber doucement au pied de sa mère, à l'abri, dans une terre connue. Or, chez le sorbier, c'est tout le contraire. Une graine tombée sous l'arbre germe souvent mal, se retrouve étouffée par l'ombre du parent, écrasée par la concurrence de ses semblables, exposée aux rongeurs et aux moisissures qui rôdent au pied du tronc. La graine qui reste au foyer est une graine sans avenir. Celle qui réussit, au contraire, est celle qui part au loin, avalée, transportée,
larguée ailleurs. Et le voyage à travers le corps de l'oiseau n'est pas qu'un déplacement, c'est une transformation. Voici le mystère au cœur de cette partie. Pourquoi une graine passée par les entrailles d'un oiseau, malmenée par la digestion, baignée d'acide et de suc, germe-t-elle souvent mieux qu'une graine intacte tombée au sol? Comment une épreuve, qui semble devoir la détruire, peut-elle au contraire l'aider à naître? Il y a là quelque chose qui heurte l'intuition. Le passage dans le tube digestif ressemble à un supplice. Il se révèle une bénédiction. Le secret tient à l'enveloppe de la graine. Chez de nombreuses plantes dont les fruits sont faits pour être mangés, la graine est protégée par une coque dure, parfois imperméable, conçue pour résister. Cette coque est à la fois un bouclier et un verrou. Elle protège l'embryon, mais elle l'empêche aussi de germer trop tôt. Pour que la vie s'éveille, il faut que ce verrou saute, que l'eau et l'air finissent par pénétrer. Or, le voyage dans l'estomac et l'intestin d'un oiseau accomplit précisément ce travail. Les sucs digestifs attaquent doucement l'enveloppe, l'amincissent, la fragilisent, brisent son étanchéité. La graine ressort affaiblie dans son armure, mais prête à s'ouvrir. Elle a été, en quelque sorte, déverrouillée par la digestion. À cela s'ajoute le geste final. L'oiseau la dépose enrobée d'une fiente riche en nutriments, un petit paquet d'engrais qui donnera au germe ses premières forces. La graine part au loin, débarrassée de sa pulpe encombrante, décapée de sa coque et pourvue d'un viatique. Difficile d'imaginer meilleur départ dans la vie. Le sorbier a donc externalisé sa reproduction. Il a confié à d'autres le soin de le disséminer, de le préparer, de le planter. Là où le chêne laisse tomber lourdement ses glands à ses pieds et compte sur l'écureuil oublieux, là où l'érable confie ses graines ailées aux caprices du vent, le sorbier a misé sur un partenaire mobile, endurant, capable d'atteindre les moindres recoins du paysage. Ces jeunes pousses emportent la marque. On les découvre dans les endroits les plus inattendus, sous les lignes électriques où les oiseaux se posent, au sommet des vieux arbres, dans les anfractuosités des rochers, partout où une aile s'est arrêtée un instant. La carte de répartition du sorbier n'est, au fond, que la carte des perchoirs des oiseaux. Nous avons donc résolu l'énigme de départ. La graine du sorbier ne redoute pas le voyage à travers l'oiseau. Elle l'attend, elle en a besoin, elle en sort transformée et prête à conquérir. Le passage par le vivant n'est pas un péril, c'est une étape indispensable, une porte qu'il faut franchir pour naître vraiment. Le supplice apparent est en réalité un rite de passage. Mais cette belle mécanique repose tout entière sur une condition. Et cette condition nous ramène droit à la grande question de notre film. Pour que l'oiseau accepte de jouer les transporteurs, encore faut-il qu'il veuille avaler le fruit. Et pour que la stratégie tienne, il faut qu'il avale la chair sans détruire la graine, qu'il emporte le pépin intact au lieu de le broyer. L'arbre doit donc résoudre un problème d'une difficulté redoutable, rendre sa pulpe irrésistible tout en gardant ses graines inviolables. Séduire et interdire en même temps, offrir et protéger dans un seul et même fruit. C'est un équilibre presque impossible, et c'est ici, précisément, qu'entre en scène le poison que nous poursuivons depuis le début. Car pour tenir cet équilibre impossible, le sorbier a choisi une solution vertigineuse. Dissimuler, au cœur de son cadeau, une menace soigneusement dosée. Un enfant, en promenade dans un parc d'automne, cueille une poignée de ces jolies boules rouges qui brillent au bout des branches. Elles ressemblent à des bonbons, à de minuscules pommes vernissées. Il en croque une, curieux. Aussitôt, son visage se plisse. Une amertume âpre, râpeuse, envahit sa bouche, une saveur si désagréable qu'il recrache le fruit sur le champ. Ce goût repoussant n'est pas un défaut de fabrication, c'est un avertissement. L'arbre vient de parler, dans le seul langage qu'il possède, celui de la chimie, et son message est limpide, ne me mange pas ainsi. Derrière la douceur de la couleur se cache une sévérité que la langue découvre à l'instant même de la morsure. Nous voici enfin au cœur de l'énigme qui nous accompagne depuis la première seconde. Ce fruit si tentant renferme des substances qui, à forte dose, tournent au poison. Et le plus fascinant, c'est que ces substances ne sont pas réparties au hasard. Elles obéissent à une géographie précise, à une stratégie d'une finesse redoutable. Pour la comprendre,
Il faut ouvrir le fruit et regarder ce que l'arbre a placé. Et où. Commençons par la chair, cette pulpe charnue qui entoure les pépins. C'est elle qui porte l'amertume que l'enfant a recrachée. Elle contient un composé discret qui, tant que le fruit demeure intact, reste inoffensif et dormant. Mais dès que la chair est meurtrie, écrasée, mâchée, une réaction se déclenche et libère une substance âcre, irritante, qui pique la gorge et trouble la digestion. À forte dose, elle peut provoquer des maux de ventre, des nausées, un véritable malaise. C'est cette molécule qui rend les fruits frais si désagréables et parfois si mal supportés lorsqu'on en mange beaucoup crus. Voilà pourquoi il est déconseillé d'avaler de grandes quantités de fruits fraîchement cueillis. L'arbre s'est doté d'un répulsif logé dans sa propre chair. Mais l'amertume de la pulpe n'est que la première ligne de défense, et la moins grave. Le véritable secret se cache plus profond, dans les pépins eux-mêmes. Car les graines du sorbier renferment une toute autre catégorie de composés, autrement plus redoutables. Ce sont des molécules dites cyanogènes, cousines de celles que l'on trouve dans les amandes amères ou dans les noyaux de certains fruits à noyaux. Lorsqu'une de ces graines est broyée, écrasée, digérée, une transformation chimique peut s'amorcer et libérer du cyanure d'hydrogène, l'un des poisons les plus rapides et les plus célèbres de la nature. Une graine intacte est parfaitement inerte. Une graine broyée devient une petite fabrique de venin. C'est pourquoi les pépins du sorbier sont, à proprement parler, toxiques, et ceux qui connaissent l'arbre savent qu'il vaut mieux les laisser aux oiseaux. Arrêtons-nous un instant sur ce que cela révèle. L'arbre a placé son amertume dans la chair, et son poison le plus dangereux dans les graines. Cette répartition n'est pas un accident, c'est la clé de tout. La chair est faite pour être mangée, mais pas dévorée n'importe comment, pas par n'importe qui. Son amertume écarte les gloutons maladroits, les mammifères qui mâchent tout, les curieux qui broieraient les pépins entre leurs dents. La graine, elle, est faite pour survivre au voyage, et son poison est un ultime rempart. Celui qui aurait l'idée de la croquer en subira les conséquences. L'arbre protège ainsi sa descendance par une menace ciblée, réservée à ceux qui menacent le pépin. Ici surgit le paradoxe qui a longtemps déconcerté quiconque observait le manège des oiseaux sur les branches gelées. Si les graines sont réellement toxiques, si les pépins peuvent libérer un composé apparenté au cyanure, comment se fait-il que les oiseaux, qui en engloutissent des centaines chaque jour, ne tombent pas raides morts au pied de l'arbre? Comment un festin qui devrait tuer se transforme-t-il en repas quotidien sans conséquence? Il y a là une contradiction que la seule chimie de la graine ne suffit pas à lever. La réponse tient à une différence fondamentale dans la manière de manger. Et c'est là que le génie de la stratégie éclate. L'oiseau, contrairement aux mammifères, n'a pas de dents. Il ne mâche pas. Il avale le fruit tout rond, chair et pépins ensemble, sans les broyer. Or, le poison des graines ne se libère que si la graine est écrasée. Tant qu'elle reste entière, elle traverse le corps de l'oiseau comme une capsule scellée, verrouillée sur son contenu dangereux. Le venin ne s'active jamais. L'oiseau digère la pulpe nourrissante, en tire les sucres et les vitamines, et rejette les pépins intacts, toujours inertes, désormais prêts à germer ailleurs. Là où une mâchoire broierait la graine et déclencherait le poison, le bec et le gésier de l'oiseau la préservent. Le transporteur idéal est précisément celui que le poison n'atteint pas, parce qu'il ne mâche pas ce qu'il emporte. Comprenez alors la beauté redoutable de ce système. Le poison des graines n'est pas dirigé contre les oiseaux, les alliés du sorbier. Il est dirigé contre tous les autres, contre ceux qui broieraient la descendance au lieu de la transporter. L'arbre a inventé un filtre chimique qui trie ses convives. Il récompense ceux qui avalent tout rond et emportent la graine. Il punit ceux qui mâchent et la détruisent. La toxicité n'est pas un obstacle à l'alliance avec les oiseaux. Elle en est la garantie. Le sorbier a transformé un poison en instrument de sélection, en videur silencieux qui laisse entrer les bons partenaires et écarte les mauvais. Voilà résolu, en partie du moins, le grand mystère qui nous tient depuis le début. L'arbre empoisonne ce qu'il nourrit sans nuire à ceux qui le servent, parce que le venin ne s'éveille que dans la bouche de ceux qui le trahiraient. Et pourtant, une pièce du puzzle manque encore, et non des moindres. Nous avons dit que la chair fraîche est amère et mal supportée, qu'elle rebute par sa défense chimique.
Mais alors, comment le sorbier peut-il compter sur les oiseaux pour venir se gaver de ses fruits si ceux-ci sont âpres et repoussants? Un festin auquel les convives grimacent n'est pas un festin fiable. Il manque un élément, une clé capable de désamorcer l'amertume au bon moment, de transformer le fruit rébarbatif en mets recherché. Et cette clé, l'arbre ne la détient pas lui-même. Elle lui vient d'ailleurs, d'une force qui descend du ciel chaque année à la même saison, et qui va, en quelques nuits, tout changer. La première nuit de gel arrive sans prévenir. Le thermomètre glisse sous le zéro, une gelée blanche recouvre les prairies au petit matin, et sur le sorbier, rien ne semble avoir changé. Les grappes rouges pendent toujours, aussi vives qu'hier. Pourtant, à l'intérieur de chaque petit fruit, une révolution silencieuse vient de se produire. La chair qui, la veille encore, faisait grimacer par son amertume, s'est adoucie durant la nuit. Ce qui repoussait attire désormais. Une main invisible a retourné le fruit comme un gant, et l'arbre, immobile, vient de tenir la promesse la plus importante de son année. Le gel est passé, et il a tout changé. Cette métamorphose nocturne est au centre d'un savoir populaire vieux de plusieurs siècles. Partout où pousse le sorbier, les hommes ont appris une règle simple. Ne cueille pas les fruits avant les premières gelées. Attends que le froid soit passé, et ils deviendront meilleurs. Nos grands-mères le savaient, les cueilleurs le savaient, sans forcément comprendre pourquoi. On récoltait après le gel, ou bien on plaçait les fruits quelques heures au congélateur pour obtenir le même résultat. Cette sagesse transmise de génération en génération n'était pas une simple superstition. Elle reposait, sans le savoir, sur une vérité chimique précise. Et c'est cette vérité que nous allons enfin percer. Reprenons là où nous nous étions arrêtés. La chair fraîche du sorbier renferme ce composé amer et irritant qui la rend désagréable, voire indigeste en grande quantité. Tant que ce composé est présent, le fruit repousse. Or, le froid possède un pouvoir remarquable sur cette molécule. Il la détruit. Sous l'effet des basses températures, tout comme sous l'effet de la chaleur d'une cuisson, la substance âcre se transforme et se dégrade. L'amertume s'efface, l'irritant disparaît, et ce qui reste, c'est la douceur des sucres et le suc parfumé de la pulpe. Le gel désarme la défense chimique du fruit. Il ouvre le coffre. Voilà pourquoi, après les premières gelées, le sorbier devient enfin comestible et savoureux, aussi bien pour nous que pour les oiseaux. Mais il y a plus, et c'est ici que la stratégie se dévoile dans toute son intelligence. Songeons à ce que signifie ce calendrier. L'arbre ne rend pas ses fruits appétissants en plein été, quand la nourriture abonde, quand les insectes pullulent, quand les baies mûrissent partout. Il attend. Il garde ses grappes amères et fermes tout au long de l'automne. Il les conserve, protégées par leur défense chimique, jusqu'à ce que le froid s'installe. Et ce n'est qu'alors, au seuil de l'hiver, quand la disette commence, quand la neige menace et que la faim rôde, qu'il lève la garde et rend son offrande douce et désirable. Le sorbier synchronise sa générosité avec la pénurie. Voici l'énigme de cette partie. Pourquoi un arbre choisirait-il de rendre ses fruits savoureux au pire moment de l'année, en plein hiver, alors que toute logique voudrait qu'il économise ses ressources durant la saison la plus dure? N'y a-t-il pas là un immense gaspillage? Offrir un festin quand il faudrait, semble-t-il, se replier et se protéger. À première vue, ce calendrier paraît absurde, presque suicidaire pour un être vivant censé économiser chaque parcelle d'énergie. La réponse renverse complètement cette impression. Car ce que nous prenons pour une prodigalité est en réalité le calcul le plus fin de tout le système. En gardant ses fruits amers durant l'été et l'automne, le sorbier les protège des mangeards pressés, des convives d'été qui les emporteraient sans nécessité, dans une saison où la graine aurait peu de chances de bien s'installer. Il les met en réserve, verrouillés par l'amertume, comme une banque garde ses trésors. Puis, quand vient l'hiver et que les fruits deviennent rares dans toute la campagne, il ouvre son coffre au moment précis où sa générosité aura le plus de valeur. Car en hiver, un arbre couvert de fruits sucrés n'est pas un arbre parmi d'autres. C'est le seul relais de nourriture sur des kilomètres. À cette saison, les baies de l'été ont disparu, les insectes se sont tus, les graines sont enfouies sous la neige. Le sorbier, lui, dresse ses grappes rouges bien au-dessus du manteau blanc, visible de loin,
chargé de sucre au moment où le sucre vaut de l'or. En offrant son festin au cœur de la disette, l'arbre s'assure une chose précieuse, que ses fruits seront mangés vite, en grand nombre, et par des convives motivés par la faim. Aucune baie ne pourrira sur la branche, aucune graine ne restera sans transporteur. La fin de l'hiver garantit au sorbier la dispersion massive et rapide de sa descendance, au moment où les oiseaux ont le plus besoin de lui et où il a le plus besoin d'eux. Le froid n'est donc pas l'ennemi du sorbier. C'est son complice, son associé, la force qui déclenche l'échange au meilleur instant. L'arbre a passé un véritable pacte avec le gel. Le froid détruit l'amertume, ouvre le fruit et lance le grand marché de l'hiver. Voilà résolu le paradoxe du calendrier, et voilà, du même coup, une nouvelle pièce ajoutée à notre grande énigme. Nous comprenons maintenant comment le sorbier a transformé son poison amer en réserve stratégique, comment il a fait du froid la clé qui désamorce sa propre défense au moment voulu, et comment il attire ses transporteurs précisément quand ils sont le plus affamés et le plus nombreux. Douceur retardée, amertume calculée, générosité minutée, tout concourt à un seul but, la dispersion de la graine. Mais le pacte avec le gel dissimule une dernière conséquence, que personne n'avait prévue et que le sorbier lui-même ne maîtrise pas. Car le froid ne se contente pas de détruire l'amertume et de libérer le sucre. Sur ces fruits, gorgés de sucre et abandonnés sur la branche pendant des semaines, il enclenche, à bas bruit, une toute autre transformation. Une chimie plus trouble s'installe dans la chair vieillissante, et lorsque les grands vols affamés fondront enfin sur l'arbre pour dévorer ses grappes, ce festin tant attendu se murera parfois en quelque chose d'étrange, de vacillant, et pour certains convives, de mortel. Dans une petite ville du Grand Nord, un matin d'hiver, les habitants découvrent un spectacle déconcertant. Des oiseaux au plumage soyeux, coiffés d'une huppe élégante, titubent sur les trottoirs. Certains volent de travers, heurtent les fenêtres, s'écrasent contre les murs. D'autres restent au sol, hébétés, incapables de reprendre leur envol, se laissant approcher sans réagir. On croit d'abord à une maladie, à une épidémie, à un empoisonnement criminel. La police est appelée. Puis les analyses tombent et le verdict est aussi surprenant qu'incontestable. Ces oiseaux sont ivres. Ivres morts, pour certains. Ils se sont enivrés en dévorant les fruits d'un arbre. Et dans quelques cas, l'alcool les a tués. Cette scène, bien réelle, s'est répétée à maintes reprises à travers l'hémisphère nord. Elle a un air de comédie, mais elle recèle l'une des vérités les plus troublantes de toute l'histoire du sorbier. Car cet arbre que nous suivons depuis le début, ce stratège patient qui empoisonne pour protéger et adoucit pour séduire, produit aussi, sans l'avoir voulu, un breuvage capable de faire chanceler ceux-là même qu'il nourrit. Pour comprendre comment, il faut revenir au pacte avec le gel et suivre ses conséquences jusqu'au bout. Nous l'avons vu, le froid détruit l'amertume et libère le sucre. Mais lorsque les fruits gorgés de sucre restent accrochés aux branches pendant des semaines, exposés à l'alternance du gel et du dégel, une autre chimie se met en marche. Les parois des cellules se rompent sous l'effet du froid, le sucre devient accessible, et des levures naturelles, toujours présentes à la surface des fruits, se mettent à l'œuvre. Elles transforment le sucre en alcool. C'est exactement le processus de la fermentation, celui qui donne le vin et la bière. Sur la branche, sans intervention humaine, à la faveur des redoux hivernaux, les grappes du sorbier se changent lentement en petites réserves d'alcool. Le festin sucré devient, au fil des semaines, un festin fermenté. Arrivent alors les grands convives de l'hiver. Les jaseurs, ces oiseaux huppés capables de descendre du nord par nuées entières, s'abattent sur les sorbiers avec une voracité stupéfiante. Ils dévorent les fruits à une vitesse folle, en engloutissant des quantités qui dépassent l'entendement, capables de dépouiller un arbre entier en quelques heures. Les grives, les bouvreuils, les merles se joignent au banquet. Et lorsque les fruits ont fermenté, ces oiseaux affamés ingurgitent avec le sucre une dose d'alcool qui monte vite à la tête d'un si petit corps. Ils deviennent maladroits, perdent l'équilibre, volent de travers, ne parviennent plus à éviter les obstacles. Les collisions avec les vitres et les murs se multiplient, et les chutes, sur le sol durci ou le béton, sont parfois fatales. Ici se dresse une énigme qui semble défier toute logique. Comment l'évolution,
Cette force qui élimine sans pitié ce qui nuit à la survie, a-t-elle pu laisser s'installer une relation où l'arbre enivre régulièrement ses propres transporteurs au risque de les tuer? Un partenaire qui saoule ses alliés jusqu'à les envoyer s'écraser contre les murs paraît être un bien mauvais partenaire. Comment un tel arrangement, apparemment absurde et dangereux, a-t-il pu perdurer à travers les âges au lieu d'être balayé? La réponse tient dans un chiffre et dans un organe. Les oiseaux qui dépendent le plus des fruits pour passer l'hiver, et les jaseurs au premier rang, ont développé au fil de milliers d'années une arme secrète contre l'alcool. Un foie hors du commun. On considère que ces oiseaux possèdent, proportionnellement, l'un des plus gros foies du monde aviaire. Un foie surdimensionné, taillé pour filtrer et neutraliser l'alcool bien plus efficacement que celui de la plupart des autres espèces. Des millénaires passés à se nourrir de fruits fermentés ont sélectionné, génération après génération, les individus les mieux armés pour tenir l'alcool. La relation n'a pas été balayée par l'évolution. C'est l'évolution qui a doté les oiseaux des moyens de la supporter. Le sorbier enivre, mais les oiseaux se sont blindés. Cet équilibre, pourtant, reste fragile, et c'est ce qui rend l'affaire si poignante. Même dotés de leur foie prodigieux, les oiseaux peuvent parfois dépasser la mesure. Lorsqu'un gel précoce fait fermenter les fruits plus tôt que prévu, avant que les oiseaux n'aient migré, ou lorsqu'un redout soudain accélère brutalement la production d'alcool, la dose devient trop forte, même pour ces buveurs aguerris. Les plus vulnérables sont souvent les jeunes, ceux qui n'ont pas encore appris à modérer leur festin ou à reconnaître les fruits les plus chargés. Les oiseaux plus âgés, eux, semblent avoir acquis la prudence, comme s'ils avaient appris de leurs excès passés. Le banquet du sorbier reste donc une fête à haut risque, un plaisir dont le prix se paie parfois cher. Mais ne nous y trompons pas. Du point de vue de l'arbre, ce festin, même arrosé, est une réussite éclatante. Car chaque oiseau qui se gave de fruits, ivre ou non, emporte avec lui une cargaison de graines qu'il déposera plus loin, au fil de son vol erratique, sur des kilomètres de distance. Les jaseurs, en particulier, sont des voyageurs au long cours, capables de traverser des régions entières. En les attirant par milliers, en les rassasiant, en les enivrant même, le sorbier s'offre le plus formidable réseau de dispersion qu'un arbre puisse rêver. L'ivresse n'est qu'un dommage collatéral d'une stratégie qui, sur l'essentiel, fonctionne à merveille. Voilà l'énigme résolue. L'arbre n'enivre pas ses alliés par cruauté ni par erreur, mais parce que le sucre qui les grise est le même que celui qui les attire, et que ce marché, malgré ses accidents, sème le sorbier aux quatre coins du monde. Nous touchons ainsi au dénouement de notre grande question, celle qui nous accompagne depuis la première seconde. Le poison, l'amertume, le sucre, le froid, l'ivresse. Toutes ces pièces s'assemblent enfin pour former une seule et même machine à disperser, d'une efficacité presque insolente. Le sorbier a bâti autour de son fruit un système complet, où chaque défaut apparent sert un dessein caché. Et pourtant, cette machine si bien huilée n'est pas invulnérable. Tandis que le sorbier attire ses nuées d'oiseaux et sème ses graines par tout le pays, d'autres forces, plus discrètes et plus obstinées, travaillent à le détruire. Des ennemis rôdent, invisibles dans l'écorce, tapis dans le sol, embusqués dans les feuilles, prêts à faire payer à ce pionnier téméraire le prix de son audace. Le festin n'est pas terminé que déjà, dans l'ombre, le siège commence. Au cœur de l'été, un jeune sorbier qui poussait fièrement au milieu d'une clairière se retrouve un matin méconnaissable. Pendant la nuit, un grand herbivore est passé. En quelques bouchées, il a arraché les jeunes pousses tendres, dénudé les rameaux les plus bas, laissé le tronc grêle entaillé et à vif. L'arbre, immobile, n'a rien pu faire. Il ne peut ni fuir, ni se cacher, ni se défendre par le mouvement. Il se dresse là où le hasard d'une graine l'a déposé, offert à tout ce qui voudra le brouter, le percer, le ronger ou l'infecter. Cette impuissance-là est la rançon de toute existence végétale, et le sorbier, malgré ses ruses, ne peut y échapper. Nous avons vu le sorbier triomphant, séducteur d'oiseaux, conquérant des terres brûlées, maître d'une stratégie de dispersion presque parfaite. Il est temps de le voir sous un autre jour, assiégé de toutes parts, contraint de défendre chaque jour sa place dans un monde qui ne lui fait aucun cadeau.
car derrière l'image de l'arbre généreux se cache une lutte permanente, silencieuse, dont l'issue n'est jamais garantie. Les premiers assaillants sont les brouteurs. Les élans, les cerfs, les chevreuils apprécient les jeunes sorbiers, leurs pousses tendres, leur écorce lisse. Un arbre adulte peut encaisser ses prélèvements, mais un jeune plant, à peine sorti de terre, peut être anéanti par un seul passage. Là réside l'une des grandes fragilités du pionnier. Il germe souvent en terrain découvert, en pleine lumière, dans ces clairières et ces friches où précisément les herbivores viennent chercher leur pitance. L'arbre qui ose s'installer le premier sur un sol nu s'expose aussi, le premier, à tous les affamés du voisinage. Viennent ensuite les assaillants minuscules, et ils sont légion. Des insectes variés s'attaquent aux feuilles, aux fleurs, aux fruits du sorbier. Certains dévorent le feuillage, d'autres creusent des galeries dans les tissus, d'autres encore pondent leurs œufs dans les fruits en formation, condamnant la future graine. Des pucerons sucent la sève, affaiblissant les jeunes rameaux. Mais les ennemis les plus insidieux ne se voient pas à l'œil nu. Ce sont les maladies. Des champignons microscopiques s'installent dans l'écorce, sur les feuilles, dans le bois. Certaines infections peuvent tacher et flétrir le feuillage. D'autres, plus graves, attaquent les branches et parfois l'arbre entier, provoquant un dépérissement lent contre lequel le sorbier ne dispose d'aucune parade rapide. Voici l'énigme au cœur de cette partie. Le sorbier est un pionnier téméraire. Il se rue le premier sur les terrains dévastés, les coupes, les gares, les friches, là où aucun autre arbre n'ose encore s'aventurer. Cette audace fait sa force et explique son succès à travers tout l'hémisphère nord. Mais cette même audace, cette hâte à occuper les espaces ouverts, semble le placer en première ligne face à tous les dangers. Comment un arbre peut-il faire de sa plus grande vulnérabilité, l'exposition, le moteur même de sa réussite? Comment le pionnier survit-il à la vie de pionnier? La réponse tient dans un pari, celui du nombre et de la vitesse contre la durée. Le sorbier n'a jamais cherché à être un arbre de longue patience, un colosse blindé qui traverse les siècles à l'abri de son écorce épaisse. Sa durée de vie est modeste pour un arbre. Il vit en moyenne 80 à 100 ans, et rares sont ceux qui dépassent 150 à 200 ans. Là où le chêne mise sur la longévité et l'invulnérabilité, le sorbier a choisi une toute autre voie. Il grandit vite, fructifie tôt, souvent dès l'âge de 5 à 7 ans, et produit des fruits en quantité énorme, année après année. Sa réponse au siège n'est pas de résister éternellement à chaque assaillant, mais de se reproduire si abondamment et de se disperser si loin que pour chaque arbre qui tombe, 10 autres germent déjà ailleurs, hors de portée. C'est là toute la logique du pionnier. Un tel arbre n'a pas besoin d'être immortel, il a besoin d'être partout. En semant ses graines aux 4 coins du paysage, grâce à ses alliés ailés, le sorbier échappe collectivement à ce qu'il ne peut éviter individuellement. Un foyer de maladies, un troupeau d'herbivores, une invasion d'insectes peuvent anéantir les sorbiers d'un lieu donné, mais ils ne peuvent atteindre ceux qui poussent déjà à des kilomètres, dispersés par les oiseaux dans 1000 recoins imprévus. La vulnérabilité de l'arbre isolé est compensée par l'ubiquité de l'espèce. Le pionnier ne gagne pas en tenant chaque position. Il gagne en étant impossible à encercler tout entier. Voilà l'énigme résolue. L'exposition, qui devrait le condamner, devient une force dès lors qu'elle s'accompagne d'une dispersion massive, car un ennemi ne peut assiéger ce qui est partout à la fois. Cette réponse éclaire d'un jour nouveau tout ce que nous avons appris. Le fruit rouge, l'amertume calculée, le poison des graines, le pacte avec le gel, le festin des oiseaux. Tout ce système de dispersion n'est pas seulement une machine à conquérir des terres nouvelles. C'est aussi, et peut-être avant tout, une machine à survivre au siège, une assurance contre la mort, une manière d'être insaisissable dans un monde où l'immobilité devrait être une condamnation. En ne pouvant fuir, l'arbre a inventé mieux que la fuite, la démultiplication. Et pourtant, parmi tous les assiégeants du sorbier, il en est un que cette stratégie ne suffit pas à déjouer, car il ne se contente pas de brouter ou d'infecter. Cet adversaire-là raisonne, choisit, transforme le monde à sa guise. Il a tantôt vénéré le sorbier comme un arbre sacré, protecteur contre la mort et le mauvais sort, tantôt exploité ses fruits, son bois, ses vertus,
tantôt bouleverser les paysages où l'arbre s'était patiemment installé. De tous ceux qui ont croisé la route du sorbier, celui-là est le plus imprévisible, capable de le sauver comme de le condamner, et c'est à lui, désormais, qu'il nous faut nous mesurer. Un dieu se noie. Emporté par les eaux tumultueuses d'un fleuve en furie, le plus puissant des dieux du Nord, celui qui commande au tonnerre, lutte contre le courant qui menace de l'engloutir. Autour de lui, rien à quoi s'accrocher, rien que la violence de l'eau. Et soudain, sur la rive, un arbre incline ses branches vers lui, les tend au-dessus du flot comme une main secourable. Le dieu s'y agrippe, se hisse hors des eaux et sauve sa vie. Cet arbre, dans la légende scandinave, c'est le sorbier. Depuis ce jour, dit le récit, il fut honoré comme l'arbre du dieu du tonnerre, l'arbre qui arrache à la mort. De toutes les histoires que les hommes ont tissées autour du sorbier, celle-ci est peut-être la plus révélatrice. Partout, à travers les siècles, cet arbre a été perçu comme un protecteur. Aucun autre végétal, ou presque, n'a suscité autant de croyances, de rites et de récits que le sorbier. Chez les peuples slaves, il passait pour un rempart contre les forces du mal, un bouclier vivant contre les mauvais esprits, les sortilèges et le mauvais œil. On suspendait ses rameaux au-dessus des portes et des fenêtres, au seuil des étables, pour protéger la maison, le bétail, la famille. On portait des colliers faits de ces fruits comme des amulettes. Une attention particulière se portait sur un détail minuscule, cette petite étoile à 5 branches que l'on découvre à la base de chaque fruit, vestige de la fleur. Cette étoile passait pour un signe protecteur ancestral, un symbole capable de repousser le mal, et elle renforçait encore l'aura magique de l'arbre. Cette réputation protectrice traversait les frontières. Chez les peuples celtes et dans le folklore des îles britanniques, le sorbier était également tenu pour un arbre défenseur contre la sorcellerie et les enchantements. On le plantait près des maisons, on taillait dans son bois des objets censés éloigner le malheur. Dans les rites de mariage slaves, on glissait des feuilles et des fruits de sorbier dans les chaussures des jeunes époux pour les préserver du mauvais sort. L'arbre devenait alors symbole d'union solide et de bonheur familial. Le sorbier accompagnait ainsi les hommes au moment décisif de leur vie, comme un gardien silencieux. Mais l'arbre n'était pas seulement objet de croyance. Il était aussi, très concrètement, une pharmacie et un garde-manger. Depuis des siècles, on utilise ces fruits comme une remarquable source de vitamines. Ils sont riches en vitamine C, parfois davantage que le citron, et si abondants en provitamine A qu'ils surpassent la carotte, ce pigment orangé qui donne aux fruits leur couleur de braise. On s'en servait pour lutter contre les carences, la fatigue, le scorbut, cette maladie qui frappait autrefois les voyageurs privés de fruits frais. On en tirait des infusions, des sirops, des décoctions. Les fleurs servaient de remède contre les refroidissements, l'écorce comme astringent. Les traditions populaires attribuaient à l'arbre 1000 vertus, et si toutes ne résistent pas à l'examen, la richesse nutritionnelle de ces fruits, elle, est bien réelle. Voici l'énigme de cette partie. Comment un seul et même arbre a-t-il pu inspirer aux hommes des sentiments aussi opposés? D'un côté, on le vénérait comme un protecteur sacré, un porte-bonheur, un remède. De l'autre, il fallait le manier avec précaution, savoir attendre le gel, se garder de ses fruits crus, respecter cette part d'âpreté et de danger que nous avons découverte. Protecteur et redoutable, bienfaisant et exigeant. Comment le sorbier a-t-il pu incarner ces deux visages à la fois, dans l'esprit des peuples qui le côtoyaient? La réponse, au fond, est d'une belle cohérence, et elle rejoint tout ce que nous avons appris. Les hommes, sans connaître la chimie des molécules, avaient perçu d'instinct la vraie nature du sorbier. Un arbre à la fois généreux et sévère, qui ne livre ses bienfaits qu'à ceux qui savent le respecter. Sa magie protectrice et ses vertus curatives ne s'opposaient pas à sa part de danger. Elles en étaient le reflet. Un arbre capable de repousser le mauvais sort devait bien détenir un pouvoir, et ce pouvoir, on le sentait, avait 2 tranchants. Le sorbier était sacré précisément parce qu'il n'était pas anodin. Les hommes avaient traduit en récits et en rites ce que nous traduisons aujourd'hui en molécules. La double nature d'un arbre qui soigne et qui met en garde, qui nourrit et qui exige. Cette double nature a d'ailleurs légué au monde entier un héritage que peu de gens soupçonnent. De cet arbre est issue une substance qui protège aujourd'hui d'innombrables aliments à travers la planète.
Un acide aux propriétés antimicrobiennes remarquables fut en effet isolé pour la première fois à partir du suc du sorbier, et il tira son nom même de celui de l'arbre. Devenu l'un des conservateurs alimentaires les plus répandus au monde, il empêche la moisissure et la fermentation de gâter les provisions. Ainsi, le sorbier, qui préservait jadis l'eau des voyageurs grâce à ses rameaux plongés dans les gourdes et qui protégeait symboliquement les maisons, protège aujourd'hui, discrètement, la nourriture de milliards d'êtres humains. Sa vocation de gardien a franchi des siècles et changé d'échelle. Les hommes ne se sont pas contentés de vénérer le sorbier. Ils ont aussi voulu l'améliorer. On raconte qu'une forme au goût exceptionnellement doux, presque dépourvue d'amertume, fut jadis découverte par hasard dans une forêt, près d'un village, et qu'elle servit à préparer des liqueurs renommées. Plus tard, de grands sélectionneurs s'attachèrent à croiser le sorbier avec d'autres arbres pour en tirer des variétés aux fruits gros, sucrés et savoureux, débarrassés de leur âpreté. Le bois dur, dense et souple de l'arbre fut employé pour fabriquer des manches d'outils, des pièces de machines, des objets tournés, des instruments. De ses fruits et de son écorce, on tirait autrefois des teintures naturelles. L'usage de l'arbre, comme son symbolisme, portait toujours cette même marque de respect mêlée de prudence. Et les questions de récolte et d'exploitation ont, selon les époques et les regards, suscité des appréciations diverses qu'il convient de considérer sans trancher. Nous avons donc dénoué l'énigme de cette double image. Mais tandis que les hommes débattaient de la magie, des vertus et des usages du sorbier, un changement silencieux s'opérait, que nul rite ni nul remède n'avait prévu. Loin des légendes et des pharmacies, dans le grand jeu du vivant, quelque chose se déréglait doucement autour de l'arbre. Quelque chose qui touche au cœur même du pacte que nous avons mis 8 parties à comprendre, et qui pose désormais une question vertigineuse. Ce système si parfaitement accordé, hérité de millions d'années, tiendra-t-il encore dans le monde qui vient? Sur une falaise battue par le vent, un arbre solitaire dresse sa silhouette penchée au-dessus du vide. Il est l'un des derniers de son espèce, peut-être l'un des tout derniers au monde. Autour de lui, pas un frère, pas une descendance assurée, seulement la roche nue et le ciel. Chaque automne, pourtant, il se couvre de fruits rouges, fidèle au rendez-vous que ses ancêtres honorent depuis des millions d'années. Il allume ses grappes écarlates au bord du gouffre, comme un signal lancé dans le vide, un appel obstiné à la vie. Cet arbre condamné à la solitude accomplit, imperturbable, le même geste que ses milliards de cousins répandus sur tout le continent. Et dans ce geste tient toute l'énigme que nous poursuivons depuis la première seconde. Le moment est venu de rassembler tous les fils. Depuis le début, une question nous tient en haleine. Comment un arbre dont les fruits dissimulent un véritable poison est-il devenu le plus généreux nourricier de l'hiver, celui qui sauve de la faim la moitié des oiseaux du Nord? Nous avons, partie après partie, découvert chaque pièce de la réponse. Il est temps de voir le dessin complet. Voici ce que le sorbier a inventé, au terme d'un patient travail de millions d'années. Il a d'abord bâti un fruit rouge et sucré, une lanterne éclatante calibrée pour l'œil des oiseaux, un appât visible de loin dans la grisaille de l'automne. Dans la chair de ce fruit, il a placé une amertume défensive, un répulsif qui écarte les mangeurs pressés et interdit qu'on ne dévore trop tôt, hors saison. Au cœur de la graine, il a logé un poison bien plus redoutable, une menace qui ne s'éveille que si le pépin est broyé, un rempart dressé contre tous ceux qui détruiraient sa descendance au lieu de la transporter. Puis il a confié au froid le soin de désamorcer l'amertume au moment précis de la disette hivernale, transformant le fruit rébarbatif en festin recherché, juste quand la faim rend les oiseaux les plus nombreux et les plus voraces. Enfin, il a laissé ses oiseaux sans dents avaler ses fruits tout ronds, digérer la pulpe nourrissante et rejeter les graines intactes, déverrouillées par le voyage, déposées au loin avec leur ration d'engrais. Comprenons alors ce que signifie vraiment le poison du sorbier. Nous l'avions pris, au début, pour une contradiction, presque pour une faute, un arbre qui empoisonne ce qu'il nourrit. Voyons maintenant qu'il n'en est rien. Le poison n'est pas dirigé contre la vie, il est au service de la vie. Il ne vise pas les alliés de l'arbre, mais ses traîtres. Il trie les convives, récompense les bons transporteurs, punit les broyeurs de graines. L'amertume protège la réserve, le venin protège la descendance, le froid déclenche l'échange,
l'oiseau accomplit le transport. Chaque élément que nous prenions pour un défaut se révèle un rouage d'une même horloge, réglé pour un seul but: disperser la graine, loin, partout, sans cesse. Le sorbier a transformé son venin non pas en arme contre la vie, mais en clé de sa propre survie. Voilà l'énigme entièrement dénouée. La douceur du sorbier était bien un calcul, et sa générosité la plus habile des ruses. Et c'est ici que se révèle le sens de cette immortalité que nous avions annoncée. Un arbre isolé meurt. Le sorbier ne vit en moyenne qu'1 siècle, 2 tout au plus. Mais l'espèce, elle, échappe à la mort en se répandant sans relâche à travers le paysage, portée par les ailes de ses alliés. Chaque graine emportée est une chance de recommencer ailleurs, hors de portée des maladies, des herbivores, des incendies. Le poison, en garantissant que seuls les bons transporteurs emportent la graine intacte, garantit du même coup la perpétuation du lignage. Ce n'est pas l'arbre qui devient immortel, c'est sa capacité à renaître ailleurs, encore et encore. L'immortalité du sorbier tient tout entière dans cette grappe écarlate qu'il rallume chaque automne. Non pas la survie d'un individu, mais l'infatigable recommencement de l'espèce. Reste une dernière question, et c'est peut-être la plus grave. Ce système admirable, hérité de temps immémoriaux, tiendra-t-il dans le monde qui vient? Le sorbier commun, lui, se porte bien. Robuste, ubiquiste, il prospère à travers tout l'hémisphère nord et ne court aucun danger immédiat. Mais nous avons croisé ses cousins des falaises, ces lignées nées d'un croisement unique et figées dans leurs clones, dont certaines ne comptent plus qu'une poignée d'arbres. Ceux-là, incapables de se refaire, vivent au bord de l'effacement, et parmi les plus rares figurent des arbres qui n'existent nulle part ailleurs sur la Terre. Leur disparition serait irréversible, car la nature ne rejouera pas 2 fois le même hasard. Il y a plus subtil encore. Tout le pacte du sorbier repose sur un calendrier précis, sur cette rencontre entre le gel, la fermentation et le passage des oiseaux. Or, ce calendrier se dérègle. Quand les saisons se déplacent, quand les gels arrivent plus tôt ou plus tard, quand les redoux s'intensifient, l'accord millénaire entre l'arbre, le froid et les oiseaux peut se rompre. Des fruits qui fermentent trop tôt, avant que les oiseaux n'aient migré. Des vols affamés qui trouvent l'arbre déjà dépouillé ou l'alcool déjà trop fort. Autant de fissures possibles dans une mécanique qui n'avait jamais eu à composer avec un climat changeant. Le sorbier a traversé les âges glaciaires et les bouleversements. Il affronte désormais une épreuve d'un genre nouveau, dont nul ne connaît encore l'issue et sur laquelle les avis demeurent partagés. Ainsi s'achève le voyage. Nous étions partis d'un merle plongeant le bec dans une chair chargée de poison, et nous découvrons au bout du chemin toute l'intelligence patiente d'un arbre qui a fait de son venin une clé, du froid un complice, et des oiseaux les messagers de son éternité. Derrière la carte postale de l'automne se cachait l'une des plus belles stratégies du monde végétal. J'espère que ce voyage au cœur du sorbier vous a émerveillé autant que moi, et qu'à présent, devant une simple grappe rouge au bord d'un chemin, vous ne verrez plus jamais tout à fait la même chose. Si cet épisode vous a plu, laissez un pouce levé et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines explorations du monde vivant. Merci de m'avoir accompagné et à très bientôt sous les branches d'un autre géant du monde végétal.